viens d'écouter une conférence, enfin deux conférences de Chaim Rothenberg, à la synagogue de la Victoire. Et y a-t-il un avenir à la présence juive en exil? Et est-ce que la dernière délivrance se fait miraculeusement ou naturellement? D'ailleurs, curieusement, dans ces invitations, on ne met pas le nom du conférencier. Bizarre. Et j'ai écouté ensuite, en rentrant, des conférences de Michel Collomb, une émission qui s'appelle Michel Midi, une émission belge, sur le sionisme et l'antisémitisme. Et puis j'ai mes propres réflexions qui sont venues entre les deux. Et c'est assez complexe, en fait, cette question. On peut effectivement dire, oui, Michel Collomb, lui, il a l'air de suivre les pas de Shlomo Sand, etc. Donc tous les juifs seraient des descendants de convertis, et les vrais juifs seraient restés sur place. Et Rome n'aurait jamais expulsé tous ces gens-là. Alors, comment répondre à ce genre d'observation? Et puis par ailleurs, donc, on a le sionisme de M. Rothenberg qui nous explique que le peuple juif c'est une réalité collective et que ce n'est pas une affaire individuelle. Alors, on va rebondir sur tout ça. Alors, je vous rappelle aussi que j'ai filmé certains passages des interventions de M. Rothenberg et que je crois que de toute façon, on peut voir ces conférences sur le site de Manitou l'Hébreu. Puisque M. Rothenberg est un disciple de Manitou, alias Guillaume Ashkenazi. Mais c'est compliqué d'appréhender ces questions. Alors je vais essayer de m'expliquer. Bon, ceux qui ont suivi déjà mes exposés précédents retrouveront certains éléments, mais il est bon de faire le point. Alors, d'abord je dirais que les antisémites jouent un rôle très important dans la conscience juive. Et que s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Mais finalement, nous sommes tous dans cette situation de faire prendre conscience à un groupe de ce qu'il est, justement quand on n'en fait pas partie, quand on le regarde de l'extérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans un premier temps, ce n'est pas le groupe qui prend conscience de ce qu'il est, c'est les gens qui n'en font pas partie. Et autrement dit, si le peuple juif existe, enfin peuple, on peut appeler ça comme on voudra, la preuve en est par les antisémites. La preuve en est par la Shoah, etc. La preuve en est par les protocoles de salutation, etc. Donc, nous avons besoin du regard, comme dirait Sartre, de l'antisémite, de l'autre. Il a eu une très bonne intuition, pour prendre conscience de ce que nous sommes collectivement, pas individuellement. Parce que finalement, les autres ne perçoivent les choses que quantitativement. On ne perçoit pas un phénomène sur un cas isolé. Et même quand on aborde un cas isolé, c'est au nom d'un phénomène qui a été décrit plus globalement, antérieurement. Deuxième point, tout à l'heure je voyais dans la rue des jeunes africains. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils sont ensemble parce qu'ils savent qu'ils sont du même groupe, de la même culture, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont de même culture qu'ils sont ensemble? Alors là, on oppose culture du sol et culture du sang. La culture du sol, c'est la culture sociologiquement parlant. Et la culture du sang, c'est la culture psychologiquement parlant, pour simplifier. Et d'une manière générale, je dirais que les gens se comportent
Comme les Juifs, parfois, se retrouvent entre eux, mais au départ, ils ne savaient pas qu'ils étaient Juifs, que l'autre était Juif. Ils sont souvent attirés par des Juifs, mais pas parce qu'ils sont Juifs, ou pas en sachant qu'ils sont Juifs, mais cela ressort après coup que, effectivement, ils sont Juifs. Donc ça, c'est un deuxième point. À savoir que le premier mouvement n'est pas lié à une quelconque étiquette culturelle. Mais ensuite, il y a une formalisation, il y a une prise de conscience. Alors évidemment, dans le domaine des sciences dures, tout ça n'existe pas. Les planètes ne vont pas prendre conscience qu'elles font partie du système solaire parce qu'on leur a dit qu'elles faisaient partie du système solaire. Bon. En revanche, si j'apprends à des gens qu'ils font partie d'un même système, ben ça va tout changer. Prenons par exemple le marxisme. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que des gens qui étaient prolétaires à tel et tel endroit n'avaient pas forcément conscience de former un ensemble mondial, si on peut dire. Donc la prise de conscience, c'est déjà un processus complexe. Je ne peux pas prendre conscience du fait que je suis juif si je ne sais pas ce que c'est qu'être juif et si je suis tout seul à être juif. Donc c'est un phénomène collectif, la prise de conscience. Mais en revanche, mon comportement, à moi, il ne sera pas lié à ce fait que je sais que je suis juif. Ce n'est qu'après coup, on dit, mais nom d'un chien, c'est vrai que ma façon de fonctionner, elle ressemble à celle d'autres personnes, et que tous ces gens-là sont juifs, nous sommes juifs. Mais ce n'est pas le premier mouvement. Très important, c'est toujours le premier mouvement. Mais c'est là qu'on risque d'entrer dans un cercle vicieux, à savoir, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a formalisé le problème? Une fois que des juifs ont pris conscience, après coup, qu'ils avaient des points communs entre eux, est-ce que ça ne risque pas de fausser la perception des choses? Plus, bien entendu, donc dans les sciences sociales et dans les sciences molles, que dans les sciences dures, bien évidemment. Dans les sciences molles, le regard qui est porté va modifier le comportement. Pas dans les sciences dures. Et d'une manière générale, la spontanéité est une chose fondamentale. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire, et non pas parce qu'on sait que c'est comme ça que ça se passe, ou qu'on sait que, en tant qu'appartenant à tel et tel groupe, on doit avoir tel et tel comportement, ou telle et telle vertu, telle et telle qualité, ou tel et tel défaut. L'autre jour, sur un sujet tout à fait différent, peut-être différent, j'en sais rien, nous parlions dans le cadre des Café Philo de la psychologie des chefs. Je disais, la véritable expérience de leader, c'est pas quand je vais vers les autres, parce que n'importe qui peut s'amuser à faire ça, mais quand les autres viennent vers moi. Ils viennent vers moi, ils ne savent pas très bien pourquoi. Ils ne sont pas même pas forcément concertés, mais ils se retrouvent autour de moi, autour de telle personne. À partir du moment où le phénomène est formalisé et décrit, c'est plus la même chose. C'est plus la même spontanéité. Donc l'expérience est faussée. Vous connaissez la fameuse histoire des self-fulfilling prophecies, des prophéties qui s'auto-réalisent. Eh bien, c'est ça le problème. Quand il y a un effet d'annonce, on ne sait pas si les choses se passent parce qu'elles doivent se produire ou parce qu'on aura annoncé qu'elles devaient se produire. Donc je répondrai à M. Rothenberg, qu'il est bien gentil,
mais qu'il ne prend pas compte de cette dimension. Enfin, bon, c'est pas simple, en tout cas dans son discours, mais le fait est que, même s'il le prend en considération, à un moment donné, il est piégé par son discours. Piégé par son discours, parce qu'il dit, eh bien, tous les Juifs doivent se rassembler. Alors que le discours raisonnable, c'est de dire, chaque fois, laissons les choses en suspens, en puissance, et voyons ce qui se passe. Ne forçons pas les choses. Si les gens veulent se retrouver entre eux, parce qu'ils ont envie de se retrouver entre eux, pas pour des raisons de formalisme, nous sommes de tel et tel groupe, etc., parce qu'ils sont attirés, tout simplement, les uns vers les autres, eh bien à ce moment-là, il faut laisser les choses se faire. Mais le mariage, par exemple, qui va transformer cette attirance spontanée de deux personnes vers une structure juridique formelle et figée, c'est déjà quelque chose qui est faussé. Et a fortiori, on imagine deux personnes qui ont envie d'être ensemble, elles se marient, on leur dit, attention maintenant, vous ne pouvez plus vous séparer. C'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de quitter, d'abandonner le domicile conjugal. Vous voyez bien qu'il y a un basculement quelque part. Et donc, par conséquent, par rapport à Israël, par rapport à toute forme de rassemblement, il faut remettre toujours les choses dans un état de suspension pour voir comment ça va se passer. Ce qui se passe en général. On laisse des hommes et des femmes dans la nature, et puis on voit ce qui se passe. On ne force pas les choses. Il faut toujours remettre les pendules à zéro, si on peut dire. Donc le sionisme, la grande erreur du sionisme, enfin, le grand problème du sionisme, c'est de formaliser un processus, et en le formalisant, on le supprime, si on peut dire, en quelque sorte. On le supprime puisqu'il ça devient une prophétie autoréalisatrice. Si je dis, imaginons que dans une cour de récréation, je disperse les gens. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit que les filles se retrouvent entre elles, que les Noirs se retrouvent entre eux, que les Chinois se retrouvent entre eux, etc., etc. On n'aura pas forcé les choses. Au départ, on n'avait pas dit ça. On avait laissé les choses se faire. De la façon, on laisse les choses se faire s'il y a, par exemple, quelqu'un, il y a tel garçon ou telle fille qui a une certaine autorité, un certain charisme, eh bien, les gens vont aller vers lui. Mais ce n'est pas indiqué à la place. En revanche, si on dit, par exemple, dans le cas du professeur, il y a un problème. On pose déjà le professeur comme étant celui qui a l'autorité, alors qu'il n'a pas été choisi par les gens qui sont autour de lui. Et même plus, que les gens qui sont autour de lui ne se sont pas déterminés à être autour de lui, chacun de son côté. On les a dit, voilà, vous avez telle classe avec tel professeur. Donc il y a deux choses qui sont faussées. On constitue des classes avec des gens qui n'avaient peut-être pas envie d'être ensemble, qui n'avaient pas les mêmes motivations. Et en plus, on leur impose des professeurs qui n'avaient peut-être pas envie, qui n'auraient pas suivi spontanément. Bon, je m'arrête là pour l'instant.